La gelée blanche du matin de juin recouvrait les champs comme un linceul. Gaston Lenoir se tenait immobile au bord de son exploitation, les mains enfoncées dans les poches de sa veste usée, regardant les plants de blé noircis par le froid. Autour de lui, le silence avait cette qualité étrange, presque liquide, que prennent les campagnes lorsque quelque chose d'irrémédiable vient de se produire. Pas de chant d'oiseaux, pas de bourdonnement d'insectes, seulement le souffle léger du vent qui portait avec lui une odeur de terre gelée et de promesses mortes. Comment expliquer à ses enfants que l'été ne viendrait pas cette année? Comment leur dire que les récoltes, ces plants verts qui auraient dû onduler sous le soleil de juillet, gisaient maintenant raides et noirs comme des cadavres? La réponse était simple et terrifiante à la fois. On ne pouvait pas. On regardait le ciel gris, on sentait le froid mordre la peau en plein mois de juin, et on comprenait que quelque chose de plus grand que soi, de plus grand que la Bourgogne, de plus grand même que la France, venait de basculer. Vous devez comprendre une chose. L'année 1816 ne ressemblait à aucune autre. Le printemps était arrivé normalement, avec ses pluies tièdes et ses premières pousses vertes. Les paysans avaient semé comme chaque année, suivant le rythme millénaire des saisons. Puis en avril, le thermomètre avait commencé à chuter. En mai, il neigeait. En juin, on voyait son souffle se condenser dans l'air glacé du matin. Quelque chose clochait dans l'ordre du monde, et personne ne savait pourquoi. Gaston avait 45 ans. Son visage portait les rides creusées par le soleil et le vent, ces marques que laissent des décennies passées à travailler la terre. Ses mains étaient larges, calleuses, les ongles toujours bordés d'une fine ligne de terre qui ne partait jamais complètement. Il sentait sous ses semelles le sol durci par le gel, cette texture inhabituelle pour un mois de juin, ce craquement léger de la glace qui cédait sous le poids. L'air avait un goût métallique, presque amer, comme si même l'atmosphère refusait de se réchauffer. Il se retourna vers sa ferme. La bâtisse en pierre grise fumait doucement par la cheminée. À l'intérieur, Amélie préparait le maigre déjeuner avec ce qui restait des réserves de l'hiver, du pain noir, de la soupe d'orge, peut-être un peu de lard Rance. Les enfants, 3 garçons et une fille, dormaient encore dans la pièce commune, serrés les uns contre les autres pour se tenir chaud, même en juin, même quand le calendrier disait que l'été approchait. La veille, Gaston était allé au village. Il avait besoin de voir d'autres visages, d'entendre d'autres voix, de confirmer que cette folie climatique ne touchait pas seulement son exploitation. Le bourg s'appelait Saulieu, un petit amas de maisons en pierre autour d'une église romane et d'une place où se tenait le marché. Mais ce jour-là, le marché était presque vide. Quelques paysans au visage creusé, quelques femmes aux regards inquiets. Les étals habituellement chargés de légumes frais et de fromage ne proposaient que des racines ratatinées et du pain gris comme de la cendre. C'est là qu'il avait croisé Théodore Blanchard, le curé de la paroisse. L'homme avait 52 ans, le dos légèrement voûté par les années passées penché sur ses livres de prière. Sa soutane noire était élimée au coude. Son visage émacié portait cette expression de fatigue permanente qu'ont les hommes qui dorment peu et prient beaucoup. Ses yeux, cependant, brillaient encore d'une lueur que Gaston ne savait pas nommer. Était-ce de la foi? Du désespoir déguisé en conviction? Théodore l'avait arrêté sur la place. Sa main avait saisi le bras de Gaston avec une force surprenante pour un homme de son âge et de sa constitution. « Gaston, il faut prier », avait dit le curé d'une voix rauque. « Il faut implorer le Seigneur de lever cette malédiction. » Gaston avait regardé le prêtre sans répondre immédiatement. Autour d'eux, la place était baignée dans cette lumière grise et froide qui semblait être devenue la nouvelle norme. Le vent soulevait de petits tourbillons de poussière et de paille. Au loin, on entendait le bruit sourd d'une charrette qui passait sur les pavés disjoints. Une malédiction, avait finalement répondu Gaston en détachant doucement sa manche de la poigne du prêtre. « Vous croyez vraiment que Dieu punit toute la Bourgogne pour nos péchés ?» Le curé avait ouvert la bouche pour répondre, puis l'avait refermée. Son regard s'était perdu vers le ciel uniformément gris, ce plafond de nuages bas qui semblait écraser le monde. Puis il avait murmuré quelque chose que Gaston n'avait pas bien entendu. Quelque chose comme le poids de nos fautes, ou peut-être le poids de la mémoire. Le prêtre avait cette manie de parler en fragments mystiques qui exaspéraient Gaston. Ce matin-là, debout dans son champ ravagé, Gaston repensait à cette conversation. Le poids de la mémoire. Qu'est-ce que cela signifiait? Il se souvenait de son propre père, mort 10 ans plus tôt, qui lui racontait les hivers rigoureux de sa jeunesse. Mais jamais son père n'avait mentionné un été qui n'arrivait pas. Jamais il n'avait parlé de gelée en juin ou de neige en juillet. Le craquement d'une branche le fit sursauter.
Il se retourna vivement et vit Lucien Mercier qui s'approchait à travers le champ. Lucien était un homme plus jeune, 38 ans, avec cette allure dégagée des commerçants qui ont l'habitude de négocier et de sourire même quand ils mentent. Il portait un manteau de bonne facture, trop élégant pour une visite matinale à la campagne. Ses bottes en cuir brillaient malgré la boue. « Gaston » lança Lucien en levant une main en guise de salut. « Je passais par là. Je voulais voir comment se portaient tes cultures. » Gaston ne répondit pas immédiatement. Il regarda Lucien s'approcher, notant la démarche assurée, presque arrogante, du marchand de grains. Lucien possédait plusieurs entrepôts à Dijon et contrôlait une bonne partie du commerce de céréales dans la région. Avant cette année maudite, c'était un homme prospère mais ordinaire. Maintenant, avec les récoltes qui gelaient dans les champs, il devenait quelqu'un d'important, dangereusement important. « Comme tu peux le voir, répondit enfin Gaston en désignant les plants noircis, elle ne se porte pas bien du tout. » Lucien hocha la tête avec une expression de sympathie qui sonnait faux. Il se pencha pour toucher l'un des épis morts, le faisant rouler entre ses doigts. « C'est pareil partout, dit-il doucement, de Beaune à Châlons. Les champs sont perdus. » Il se releva et essuya ses mains sur un mouchoir blanc qu'il sortit de sa poche. Le tissu était propre, immaculé, presque insultant dans ce paysage de désolation. « J'ai une proposition pour toi, Gaston. Je sais que tu as encore des réserves de l'année dernière. Quelques sacs de blé, peut-être un peu d'orge. Je suis prêt à te les acheter. À un bon prix. » Gaston sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Un bon prix. Dans la bouche de Lucien Mercier, cela signifiait un prix qui l'arrangeait lui, pas le vendeur. Et vendre ses réserves maintenant, c'était condamner sa famille à la famine avant la fin de l'année. Non, dit Gaston simplement. Lucien sourit. Ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le sourire d'un homme qui sait qu'il finira par obtenir ce qu'il veut, d'une manière ou d'une autre. Réfléchis bien, Gaston. L'hiver approche. Tu n'auras pas de nouvelles récoltes. Si tu gardes tes réserves, tu les mangeras en quelques mois. Si tu me les vends maintenant, tu auras de l'argent pour acheter de la nourriture plus tard. De la nourriture que tu vendras 3 fois plus cher, répliqua Gaston. Le sourire de Lucien s'élargit. C'est le marché, mon ami. L'offre et la demande. Je ne fais que mon travail. Il fit demi-tour et commença à s'éloigner à travers le champ. Puis il s'arrêta et se retourna une dernière fois. Pense-y quand même. Mon offre tient jusqu'à la fin du mois. Gaston le regarda partir, cette silhouette élégante qui traversait le champ dévasté, comme si elle se promenait dans un jardin d'agrément. Quand Lucien disparut derrière la haie, Gaston cracha par terre. Le liquide atterrit sur la terre gelée avec un petit bruit sec. Il rentra lentement vers la ferme. Ses pas craquaient sur le sol durci. Le froid s'insinuait à travers sa veste, malgré le fait qu'on était censé être au cœur du printemps. Il sentait l'odeur de fumée qui sortait de la cheminée, cette odeur rassurante de foyer qui contrastait avec le monde glacé à l'extérieur. Amélie était debout près de l'âtre, remuant une marmite suspendue au-dessus du feu. Elle se retourna quand il entra. Son visage était pâle, creusé par l'inquiétude et le manque de sommeil. Ses cheveux, autrefois d'un brun brillant, commençaient à grisonner prématurément. Elle avait 39 ans, mais en paraissait 50. Lucien Mercier était là, dit Gaston, en refermant la porte derrière lui. Amélie ne répondit pas. Elle continua à remuer la soupe. Le silence entre eux était chargé de toutes les questions qu'il n'osait pas poser à voix haute. Combien de temps les réserves tiendraient-elles? Que mangeraient les enfants quand il ne resterait plus rien? Où iraient-ils si la famine s'installait vraiment? Les enfants commencèrent à se réveiller. Le plus jeune, Martin, 4 ans, sortit en titubant de la pièce commune. Il avait les yeux gonflés de sommeil et les cheveux en bataille. Il se frotta le ventre et dit simplement « J'ai faim ». Ces 2 mots résonnèrent dans la pièce comme un glas. Gaston s'assit lourdement sur le banc près de la table. Il regarda ses mains qui avaient travaillé la terre pendant 30 ans, qui avaient semé et récolté, construit et réparé. Des mains qui maintenant ne servaient à rien face à un été qui refusait de venir. Dehors, le vent se leva. Il charriait avec lui des odeurs de terre froide et de végétation morte. Le ciel restait désespérément gris, et quelque part, très loin, au-delà des mers et des montagnes, un volcan indonésien appelé Tambora continuait à cracher dans l'atmosphère les cendres qui voilèrent le soleil. Mais cela, Gaston Lenoir ne le savait pas. Tout ce qu'il savait, c'est que le monde tel qu'il le connaissait était en train de mourir, et qu'il ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Le petit Martin s'approcha de lui et grimpa sur ses genoux. L'enfant était léger, trop léger. Gaston le serra contre lui, sentant sous ses doigts les côtes saillantes à travers la chemise de nuit usée. Il ferma les yeux et écouta le crépitement du feu
le bruit de la cuillère d'Amélie dans la marmite, le souffle du vent contre les volets. Et il pensa à l'été qui ne viendrait jamais. Les semaines suivantes furent un lent glissement vers quelque chose que personne n'osait encore nommer, la faim. Non pas celle qui tiraille l'estomac avant le repas, mais celle qui s'installe comme un locataire permanent, qui vous creuse de l'intérieur, qui transforme chaque pensée en obsession pour la nourriture. Juillet arriva sans apporter la moindre amélioration. Les températures restaient anormalement basses. Le ciel demeurait ce plafond gris et oppressant qui semblait vouloir étouffer la terre elle-même. Dans les champs autour de Saulieu, on ne voyait que des tiges mortes et des épis vides. Les paysans passaient leur journée à regarder leurs terres dévastées, comme si le simple fait de les observer pouvait ressusciter les cultures. Gaston avait pris l'habitude de se rendre au village 3 fois par semaine. Pas pour vendre ou acheter quoi que ce soit, simplement pour mesurer l'ampleur du désastre, pour voir dans les yeux des autres le reflet de sa propre terreur. La place du marché était devenue un lieu étrange, un endroit où les gens se rassemblaient moins pour commercer que pour partager leur angoisse. Un matin de la mi-juillet, il croisa à nouveau le père Théodore. Le curé semblait avoir encore maigri depuis leur dernière rencontre. Sa soutane flottait maintenant sur son corps, comme un drapeau sur un mât trop fin. Ses yeux brillaient d'une fièvre que Gaston ne reconnaissait pas. Quelque chose entre la foi exaltée et la folie naissante. Gaston. Théodore l'interpella en saisissant son bras. « Viens à l'église dimanche. Nous organisons une procession pour implorer la miséricorde divine. » Gaston regarda le prêtre. Il vit dans ce visage émacié toute la détresse d'un homme dont les certitudes s'effritent. Théodore avait passé sa vie à prêcher que Dieu récompense les justes et punit les pécheurs. Mais comment expliquer cette catastrophe qui frappait indistinctement les bons et les mauvais? Comment justifier la mort lente d'enfants innocents? Je viendrai. Gaston dit finalement, pas par conviction, mais par respect pour ce vieil homme qui s'accrochait à ses prières comme un naufragé à une planche pourrie. Le dimanche suivant, l'église était bondée, plus bondée que Gaston ne l'avait jamais vue, même les jours de Pâques ou de Noël. Les gens s'entassaient sur les bancs et débordaient jusque dans le narthex. L'odeur était suffocante. Un mélange de sueur aigre, de vêtements jamais lavés, de corps qui commençaient à sentir la privation. Théodore monta en chair. Sa voix tremblait mais portait jusqu'au fond de l'église. Mes frères, mes sœurs, nous vivons des temps difficiles, des temps qui éprouvent notre foi. Mais nous ne devons pas désespérer, car le Seigneur éprouve ceux qu'il aime. Et si nous prions avec suffisamment de ferveur, si nous nous repentons sincèrement de nos péchés, il nous rendra sa grâce. Gaston écoutait sans vraiment entendre. Il regardait les visages autour de lui, ces visages creusés par la faim naissante, ces yeux qui cherchaient désespérément quelque chose à quoi se raccrocher. Et il se demandait combien de temps la foi tiendrait face au ventre vide. Après la messe, la procession s'ébranla. Une longue file de villageois qui serpentait à travers les rues étroites de Saulieu. Théodore marchait en tête, portant un crucifix de bois. Derrière lui, les fidèles chantaient des cantiques d'une voix faible et tremblante. Le ciel restait obstinément gris. Le vent soufflait toujours aussi froid. Et quand la procession se termina, rien n'avait changé. Sur le chemin du retour, Gaston croisa Lucien Mercier. Le marchand sortait de l'un de ses entrepôts. Il portait un manteau neuf, de laine épaisse et de bonne qualité. Ses joues avaient gardé leur rondeur. Ses yeux brillaient de cette satisfaction particulière qu'ont les hommes qui profitent du malheur des autres. Alors Gaston, Lucien l'interpella avec un sourire. « Tu as réfléchi à ma proposition ?» Gaston s'arrêta. Il regarda Lucien, vraiment le regarda. Cet homme qui s'enrichissait pendant que des familles mouraient de faim. Cet homme qui stockait du grain pendant que des enfants pleuraient la nuit parce que leur estomac les faisait souffrir. « Non. » Gaston répondit d'une voix plate. « Je ne vendrai pas. » Le sourire de Lucien s'effaça légèrement. « Tu es têtu, mon ami, mais la réalité finira par te rattraper. Dans quelques semaines, tu n'auras plus rien à manger. Et à ce moment-là, tu viendras me supplier. Mais le prix aura augmenté. » Gaston sentit quelque chose se tendre en lui, comme une corde qu'on tire trop fort. Il fit un pas vers Lucien. Ses poings se serrèrent. « Tu es un vautour. » Il dit à voix basse. « Tu te nourris de notre misère. » Lucien ne recula pas. Son sourire revint, plus froid qu'avant. « Je suis un homme d'affaires. La différence, c'est que moi, je survis. Toi, tu vas mourir, avec ta famille, à cause de ton orgueil stupide. » Gaston leva le poing. Mais quelque chose le retint. Peut-être la conscience que frappait Lucien ne changerait rien, que cela ne ferait pas revenir l'été, que cela ne remplirait pas le ventre de ses enfants.
Il laissa retomber son bras et tourna les talons. Derrière lui, il entendit le rire de Lucien. Un rire léger et insouciant qui lui glaça le sang plus sûrement que le vent froid de juillet. À la ferme, les choses continuaient de se dégrader. Les réserves diminuaient plus vite que prévu. Gaston avait fait le calcul. S'il rationnait sévèrement, il pourrait tenir jusqu'en septembre, peut-être octobre. Mais après, il faudrait trouver autre chose. Vendre des outils, du bétail, la terre elle-même si nécessaire. Amélie ne se plaignait jamais. Elle préparait les maigres repas sans un mot, distribuait les portions en s'assurant que les enfants mangeaient en premier. Elle-même ne prenait presque rien. Gaston la voyait maigrir jour après jour. Ses joues se creusaient, ses yeux s'enfonçaient dans leurs orbites. Mais quand il essayait de lui faire manger davantage, elle refusait d'un geste de la main. Les enfants posèrent des questions. « Pourquoi il fait si froid, papa? Pourquoi on mange si peu? Quand est-ce que l'été va arriver ?» Gaston ne savait pas quoi répondre. Comment expliquer l'inexplicable? Comment dire à un enfant de 4 ans que le monde lui-même était devenu fou? Un soir, alors qu'ils étaient tous assis autour de la table, Martin le plus jeune regarda son père avec ses grands yeux sombres. « Papa, j'ai encore faim. » Ces mots simples, prononcés avec cette voix enfantine, brisèrent quelque chose en Gaston. Il sentit sa gorge se serrer, ses yeux piquer. Il détourna le regard pour que les enfants ne voient pas ses larmes. « Je sais, mon petit, je sais. » Cette nuit-là, Gaston ne put dormir. Il resta allongé dans le noir, écoutant la respiration d'Amélie à ses côtés, le souffle léger des enfants dans la pièce voisine, le craquement du bois de la charpente, le sifflement du vent qui s'infiltrait par les interstices des volets. Et il pensa à toutes ces années de travail, à toutes ces saisons où il avait semé et récolté, où il avait cru que le simple fait de travailler dur suffisait à assurer l'avenir. Il avait été naïf. Le monde n'était pas juste. Le monde n'était pas prévisible. Le monde était un bateau ivre qui dérivait sans capitaine, sans destination, sans espoir d'accoster un jour sur un rivage accueillant. Au petit matin, il prit une décision. Il irait voir le maire. Il y avait sûrement quelque chose à faire. Quelque part où demander de l'aide. On ne pouvait pas laisser tout un village mourir de faim sans rien tenter. Le maire s'appelait Auguste Fontaine. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années, propriétaire de la plus grande exploitation de la région. Il vivait dans une belle maison en pierre à 2 étages sur la place du village. Quand Gaston frappa à sa porte, ce fut un domestique qui lui ouvrit. Un jeune homme au visage fermé qui le toisa de haut en bas avant de le faire entrer dans un salon. Gaston n'était jamais venu ici. Il regarda autour de lui avec un mélange de fascination et de malaise. Les murs étaient couverts de papier peint à motifs floraux. Des tableaux représentant des scènes de chasse étaient accrochés un peu partout. Un grand tapis rouge recouvrait le parquet ciré. Tout ici respirait l'aisance, le confort, l'absence de soucis. Auguste Fontaine entra dans la pièce. Il portait une veste d'intérieur en velours et tenait un verre de vin à la main. Son visage était encore rond, ses joues encore roses. Manifestement, la crise ne l'avait pas encore touché. Le noir. Le maire dit en s'installant dans un fauteuil sans inviter Gaston à s'asseoir. « Que puis-je pour vous ?» Gaston resta debout, son chapeau à la main, se sentant soudain très petit dans cette grande pièce luxueuse. « Monsieur le maire, les récoltes sont perdues. Beaucoup de familles n'ont presque plus de réserve. Il faut faire quelque chose. Demander de l'aide. À la préfecture, au gouvernement. » Auguste but une gorgée de vin. Il regarda Gaston par-dessus le bord de son verre. « J'ai déjà écrit à Dijon. Ils sont au courant de la situation. Mais vous comprenez. Ce n'est pas seulement ici, c'est partout. En Bourgogne, en France, en Europe entière à ce qu'on dit. Les autorités ont d'autres priorités. D'autres priorités. » Gaston répéta ces mots comme s'ils étaient dans une langue étrangère. « Des gens meurent de faim et ils ont d'autres priorités ?» Auguste soupira. Il posa son verre sur une petite table à côté de lui. « Écoutez, le noir, je comprends votre inquiétude, mais il faut être réaliste. Nous traversons une période difficile. Certains s'en sortiront, d'autres non. C'est ainsi que va le monde. Les plus forts survivent, les plus faibles disparaissent. » Gaston sentit la colère monter en lui. Une colère froide et dure comme la glace qui recouvrait ses champs en juin. Vous parlez des plus faibles comme s'il s'agissait d'animaux. Ce sont des gens, des familles, des enfants. Auguste haussa les épaules. « Je suis désolé, mais je ne peux rien faire de plus. Si vous avez besoin d'aide, peut-être devriez-vous voir avec Mercier. Il paraît qu'il achète des réserves. » Gaston comprit alors. Le maire et Lucien étaient de mèche, ou du moins ils partageaient la même philosophie, celle du chacun pour soi.
celle où la survie des uns se construit sur la mort des autres. Il tourna les talons sans un mot et sortit de la maison. Dehors, le ciel était toujours aussi gris, le vent toujours aussi froid, et Gaston se sentit plus seul qu'il ne l'avait jamais été. Août arriva comme un voleur, sans chaleur, sans espoir. Les nuits étaient si froides maintenant qu'on pouvait voir la glace se former sur les seaux d'eau laissés dehors, en plein mois d'août. Le mois où normalement les moissons battaient leur plein, où les granges se remplissaient de grains dorés, où les paysans travaillaient du lever au coucher du soleil pour rentrer les récoltes. Mais cette année, il n'y avait rien à rentrer, seulement des champs noirs et des ventres vides. Gaston avait recommencé à se rendre au village presque tous les jours, non plus pour chercher de l'aide. Il avait compris qu'il n'y en aurait pas, mais simplement pour voir, pour témoigner, pour ne pas rester seul avec sa peur et son désespoir. La place du marché était devenue un lieu étrange, presque méconnaissable. Les étals étaient vides, les commerçants avaient disparu. Seuls quelques groupes de villageois se rassemblaient encore, parlant à voix basse, échangeant des rumeurs et des nouvelles toutes plus sombres les unes que les autres. On disait que dans les villages du Nord, des gens mouraient déjà de faim, qu'à Lyon il y avait eu des émeutes, que le prix du pain avait été multiplié par 10 à Paris, que des bandes de vagabonds parcourèrent les routes, pillant et tuant. Personne ne savait ce qui était vrai et ce qui était exagéré, mais tout le monde avait peur. Un matin, Gaston vit un attroupement près de l'église. Il s'approcha et découvrit une famille qu'il ne connaissait pas. Un homme, une femme, 3 enfants. Ils étaient assis par terre, adossés au mur de pierre. Leurs vêtements étaient en lambeaux, leurs visages si émaciés qu'on voyait chaque os sous la peau. Les enfants ne pleuraient même plus. Ils restaient là, les yeux vides, comme des petits animaux résignés à mourir. « D'où venez-vous » Gaston demanda à l'homme de Charolles. La voix était rauque, presque inaudible. Il n'y a plus rien là-bas. Plus de nourriture, plus de travail. On marche depuis 1 semaine. On cherche n'importe quoi, n'importe où. Gaston regarda ces visages squelettiques et il vit son propre avenir. Dans quelques semaines, quelques mois, sa famille ressemblerait à ça. Des fantômes errants sur les routes, mendiant un morceau de pain, une poignée de grains, n'importe quoi pour retarder l'inévitable. Il fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de pain noir qu'il avait apporté pour son déjeuner. Il le tendit à la femme. Elle le saisit avec des mains tremblantes, le regarda comme si c'était de l'or, puis le brisa en morceaux pour le partager avec ses enfants. « Merci », elle murmura. « Que Dieu vous bénisse ». Gaston s'éloigna sans répondre. Il ne croyait plus aux bénédictions divines. Il ne croyait plus qu'en une chose, la nécessité de survivre, par n'importe quel moyen. Le soir même, il prit une décision qu'il avait repoussée pendant des semaines. Il alla voir Lucien Mercier. L'entrepôt du marchand était un grand bâtiment en pierre près de la route de Dijon. Gaston y était déjà passé des dizaines de fois sans jamais y entrer. Maintenant, il franchit la porte avec le sentiment d'un homme qui vend son âme. Lucien était là, assis derrière un bureau encombré de papiers et de registres. Il leva les yeux quand Gaston entra. Un sourire se dessina lentement sur son visage. Gaston Lenoir. Quelle surprise! Je ne t'attendais plus. Gaston resta debout près de la porte, les poings serrés le long du corps. Chaque mot lui coûtait. J'ai besoin de nourriture. Pour ma famille, je suis prêt à vendre une partie de mes réserves. Lucien se leva. Il contourna le bureau et vint se placer devant Gaston. Ses yeux brillaient d'une satisfaction mal dissimulée. Une partie? Je croyais que tu refusais de vendre. Les choses n'ont changé. Gaston dit simplement. Lucien hocha la tête. Il croisa les bras et prit un air pensif, comme s'il réfléchissait à une proposition commerciale ordinaire, comme si la vie de la famille Lenoir n'était qu'une transaction parmi d'autres. Le problème, Gaston, c'est que les prix ont augmenté. Beaucoup augmenté. Ce que je t'offrais il y a un mois ne tient plus. Maintenant, je paye moins. Parce que tout le monde veut vendre. Et je vends plus cher. Parce que tout le monde veut acheter, point combien. Gaston demanda d'une voix blanche. Lucien nomma un prix dérisoire, un prix qui revenait à donner ses réserves pour presque rien. Gaston sentit quelque chose se briser en lui. Une dernière illusion, celle qu'il pouvait encore négocier d'égal à égal, c'est du vol. Il dit doucement, c'est le marché. Lucien répondit avec un haussement d'épaule. L'offre et la demande, mon ami. Tu te souviens? Je ne fais que mon travail. Gaston le regarda longuement. Cet homme, qui s'enrichissait sur la misère des autres, qui souriait pendant que des familles mouraient, qui dormait tranquille dans son lit douillet pendant que des enfants pleurèrent de faim. Et il comprit que certaines personnes n'ont pas d'âme, ou alors une âme si petite
si ratatiné, qu'elle ne mérite même pas d'être appelée ainsi. Je reviendrai. Il finit par dire, quand je n'aurai plus le choix. Tu n'as déjà plus le choix. Lucien répondit avec douceur, mais prends ton temps. Je serai toujours là. Gaston sortit de l'entrepôt. Dehors, la nuit commençait à tomber. Le ciel était d'un gris sale qui virait au noir. Le vent soufflait toujours, charriait toujours cette odeur de terre morte et de froid anormal. Il se mit à marcher vers sa ferme, les jambes lourdes, le cœur plus lourd encore. Sur le chemin, il croisa le père Théodore. Le curé marchait lentement, courbé sous le poids d'un sac de toile. Son visage était encore plus émacié qu'avant. Ses yeux enfoncés dans leurs orbites brillaient d'une lueur fiévreuse. « Gaston !» Théodore l'appela d'une voix faible. « Attends !» Gaston s'arrêta. Il regarda le prêtre s'approcher avec cette démarche hésitante des hommes qui ont oublié quand ils ont mangé pour la dernière fois. J'ai prié Gaston. J'ai prié tous les jours, toutes les nuits, mais Dieu ne répond pas. Pourquoi ne répond-il pas? Il y avait dans cette question une détresse si profonde que Gaston en fut touché malgré sa propre misère. Théodore Blanchard avait consacré sa vie à Dieu, à l'Église, à la foi. Et maintenant, cette foi vacillait, comme une bougie dans un courant d'air. « Je ne sais pas, mon père. » Gaston répondit sincèrement. « Peut-être que Dieu est occupé ailleurs, ou peut-être qu'il n'y a pas de Dieu du tout. » Théodore le regarda comme s'il venait de blasphémer. Puis son visage s'affaissa. Ses épaules se voûtèrent encore plus. Si Dieu n'existe pas, si nos prières ne servent à rien, alors à quoi bon? À quoi bon continuer? Gaston posa une main sur l'épaule du vieil homme. Il sentit sous ses doigts les os saillants, la maigreur effrayante. On continue parce qu'on n'a pas le choix, mon père. On continue parce que nos enfants ont besoin de nous. On continue parce que c'est tout ce qu'on peut faire. Théodore hocha la tête lentement, comme un homme en transe, puis il se remit à marcher, traînant son sac derrière lui, marmonnant des prières ou des imprécations. Gaston ne sut pas trop. À la ferme, l'atmosphère était devenue oppressante. Les enfants ne jouaient plus. Ils restaient assis près du feu, silencieux, économisant leur énergie. Amélie cuisinait avec des gestes mécaniques. Son regard était vide, absent, comme si une partie d'elle-même était déjà partie ailleurs. Ce soir-là, ils mangèrent en silence. Une soupe si claire qu'on voyait le fond du bol. Un morceau de pain si dur qu'il fallait le tremper longtemps pour pouvoir le mâcher. Les enfants ne demandèrent pas de rations supplémentaires. Ils avaient appris. Ils savaient qu'il n'y avait rien de plus. Après le repas, Gaston sortit sur le pas de la porte. Il alluma sa pipe. Même le tabac commençait à manquer, mais il lui en restait encore un peu. Il aspira la fumée âcre, regarda le ciel noir, écouta le vent qui sifflait entre les arbres nus, et il pensa à tout ce qu'il avait perdu. Pas seulement les récoltes, pas seulement les réserves qui diminuaient jour après jour, mais quelque chose de plus profond, plus essentiel. La conviction que le travail était récompensé, que l'honnêteté avait de la valeur, que le monde suivait des règles justes et prévisibles. Tout cela n'était qu'illusion. Le monde ne suivait aucune règle. Le monde était chaotique, cruel, indifférent. On pouvait travailler dur toute sa vie et tout perdre du jour au lendemain, à cause d'un volcan à l'autre bout de la planète, à cause d'un été qui ne venait pas, à cause de quelque chose qu'on ne comprenait même pas. Derrière lui, il entendit un bruit léger. Il se retourna et vit Amélie qui sortait de la maison. Elle vint se placer à côté de lui, en silence. Ils restèrent ainsi côte à côte, regardant la nuit, écoutant le vent, partageant ce qui leur restait, un peu de chaleur humaine dans un monde devenu glacial. « On va s'en sortir ?» Amélie finit par demander d'une voix si basse que Gaston l'entendit à peine. Il aurait voulu dire oui. Il aurait voulu la rassurer, lui promettre que tout s'arrangerait, que l'été finirait bien par arriver, que les récoltes pousseraient l'année prochaine, que leurs enfants grandiraient et auraient une vie normale. Mais il ne pouvait pas mentir. Pas à elle, pas maintenant. Je ne sais pas, il répondit simplement. Je ne sais pas, Amélie hocha la tête. Elle ne pleura pas. Elle n'insista pas. Elle posa juste sa tête contre l'épaule de Gaston, et ils restèrent là, deux silhouettes dans la nuit, deux survivants agrippés l'un à l'autre, pendant que le monde continuait sa lente désintégration autour d'eux. Le lendemain matin, Gaston se réveilla avec une résolution. Il irait voir Lucien une dernière fois. Il vendrait une partie de ses réserves. Pas toutes, juste de quoi acheter un peu de nourriture pour tenir quelques semaines de plus. Quelques semaines pendant lesquelles il pourrait chercher une solution, un moyen de s'en sortir. N'importe lequel, c'était un compromis, une capitulation partielle.
Mais c'était mieux que de regarder ses enfants mourir de faim sans rien faire. Il se leva, s'habilla, sortit dans le froid mordant de l'aube. Le sol craquait sous ses pas. Le ciel était d'un gris uniforme qui présageait une journée sans soleil. Une journée de plus dans cet été qui n'en était pas un. Et alors qu'il marchait vers le village, vers l'entrepôt de Lucien Mercier, vers cette transaction qui lui coûtait tant, Gaston Lenoir pensa à une chose étrange. Il pensa qu'on lui avait menti toute sa vie. On lui avait dit que la vertu était récompensée, que le travail payait toujours, que Dieu protégeait les justes, mais la vérité était tout autre. La vérité, c'est que le monde appartenait aux Lucien Mercier, à ceux qui savaient profiter des crises, à ceux qui n'avaient pas de scrupules, à ceux qui pouvaient regarder des enfants mourir de faim tout en comptant leurs profits. Et cette vérité était plus froide que n'importe quel été manquant. Septembre arriva avec une cruauté nouvelle, non pas parce que le temps empirait, mais parce qu'il n'y avait plus d'espoir que les choses s'améliorent. L'été était passé sans jamais venir. L'automne s'installait, et avec lui la certitude que les récoltes ne pousseraient pas cette année, qu'il faudrait survivre jusqu'au printemps prochain avec ce qui restait. Si quelque chose restait, Gaston avait fini par vendre une partie de ses réserves à Lucien, au prix dérisoire que le marchand avait fixé. Cela lui avait permis d'acheter un peu de nourriture. Pas grand-chose. Du pain noir, quelques pommes de terre ratatinées, un morceau de lard si rance qu'il fallait le faire bouillir 3 fois pour en enlever le goût. Mais c'était mieux que rien. Le village de Saulieu était méconnaissable. La moitié des habitants étaient partis, certains vers les villes, d'autres vers le sud où on disait que le climat était moins rigoureux. D'autres encore, on ne savait pas où. Ils avaient simplement disparu une nuit, laissant derrière eux des maisons vides et des champs abandonnés. Ceux qui restaient survivaient comme ils pouvaient. On mangeait de l'écorce d'arbres, des racines, de l'herbe parfois, tout ce qui pouvait remplir un estomac, même si ça n'apportait aucune vraie nourriture. Les chiens et les chats avaient disparu, mangés depuis longtemps. Même les rats se faisaient rares, chassés jusqu'au dernier par des hommes affamés. L'église était toujours pleine le dimanche, mais l'atmosphère avait changé. Ce n'était plus de la ferveur qu'on y trouvait, c'était du désespoir, de la colère, de la peur. Les gens venaient moins pour prier que pour ne pas être seuls, pour partager leur misère avec d'autres misérables. Le père Théodore continuait à dire la messe, mais ses sermons avaient perdu leur conviction. Il parlait d'une voix monocorde, récitait les prières comme un automate. Ses yeux ne brillaient plus. Ils étaient devenus ternes, vides, comme ceux d'un homme qui a cessé de croire à ce qu'il dit. Un dimanche de la mi-septembre, quelque chose se produisit. Théodore était en train de dire la messe. Il venait de terminer la consécration, tenait l'hostie entre ses mains tremblantes. Et soudain, il s'arrêta. Il regarda l'hostie, puis il regarda l'assemblée, et il dit quelque chose que personne n'oublierait jamais. À quoi bon? Sa voix résonna dans l'église silencieuse. À quoi bon prier? À quoi bon croire? Dieu nous a abandonnés. Ou pire, il nous regarde souffrir et il ne fait rien. Un murmure parcourut l'assemblée. Certains se levèrent, scandalisés. D'autres restèrent assis, figés, ne sachant comment réagir. Gaston, lui, ne bougea pas. Il regardait le vieil homme au pied de l'autel, ce prêtre qui venait de perdre la seule chose qui lui restait. Sa foi, Théodore laissa tomber l'hostie. Elle roula sur les dalles de pierre avec un petit bruit sec. Puis il descendit de l'autel et sortit de l'église, sans un mot, sans un regard en arrière. Personne ne le revit jamais. On le retrouva 3 jours plus tard. Pendu à une poutre dans le clocher de l'église, il avait laissé un mot, une seule phrase griffonnée d'une écriture tremblante. « Pardonnez-moi car je n'ai plus la force ». L'enterrement fut bref. Quelques personnes seulement. Le maire ne vint pas. Lucien Mercier non plus. Gaston était là, debout sous la pluie froide qui s'était mise à tomber, regardant la tombe se remplir de terre boueuse. Et il pensa que Théodore avait peut-être eu raison. Peut-être que la mort était une délivrance, une sortie honorable d'un monde devenu invivable. Mais Gaston avait des enfants, et tant qu'il vivrait, il ne pouvait pas abandonner, même si chaque jour était une torture, même si chaque nuit, il se réveillait en sueur, terrorisé à l'idée du lendemain. Octobre apporta une petite amélioration, pas dans le temps. Celui-ci restait désespérément froid et gris, mais dans l'organisation de la survie. Les villageois qui restaient avaient commencé à s'entraider, à partager le peu qu'ils avaient, à mettre en commun leurs maigres ressources. Une coopérative informelle s'était créée, quelques familles qui se réunissaient chaque soir dans la grange d'un paysan, pour partager un repas communautaire, pour se tenir chaud, pour ne pas mourir seul. Gaston y amena sa famille.
Au début, il hésita. L'orgueil, cette maudite fierté qui l'avait empêché de demander de l'aide plus tôt. Mais quand il vit la joie dans les yeux de ses enfants, quand il vit qu'ils mangeaient un peu mieux, grâce à cette mise en commun, il comprit qu'il avait eu tort d'attendre, dans cette grange froide et humide, éclairée par quelques chandelles vacillantes. Une dizaine de familles se retrouvaient. Elles n'avaient presque rien. Mais elles avaient quelque chose que l'argent de Lucien Mercier ne pouvait pas acheter. De la solidarité, de l'humanité. La conscience que seul on meurt, mais ensemble, on peut peut-être survivre. Un soir, un homme du nom de Philippe Girard prit la parole. C'était un ancien soldat. Il avait servi pendant les guerres napoléoniennes. Son visage portait les cicatrices de batailles oubliées. Mais ses yeux brillaient encore d'une détermination farouche. Nous devons faire quelque chose. Il dit d'une voix claire, « Nous ne pouvons pas rester là à attendre de mourir. Lucien Mercier a des entrepôts pleins de grains, pendant que nos enfants meurent de faim. C'est injuste. C'est criminel. » Un silence pesant suivit ces mots. Tout le monde savait ce que Philippe suggérait. Une action directe, un vol, peut-être même une violence. Mais personne n'osait le dire à voix haute. « Que proposes-tu » Gaston finit par demander. Philippe le regarda droit dans les yeux. « Nous sommes une vingtaine d'hommes encore valides. Si nous nous regroupons, si nous agissons ensemble, nous pouvons prendre ce dont nous avons besoin, par la force s'il le faut. » Gaston sentit quelque chose se tordre en lui. Il avait toujours été un homme de loi, un homme qui respectait l'ordre établi. Mais cet ordre l'avait abandonné. Cet ordre laissait des enfants mourir pendant que des spéculateurs s'enrichissaient. C'est du vol. Un autre homme dit. On pourrait aller en prison. Et alors? Philippe répondit avec un rire amer. Vaut mieux mourir en prison que de faim. Au moins en prison on mange un peu. Le débat dura des heures. Certains étaient pour, d'autres contre. Gaston écoutait sans prendre parti. Il pensait à ses enfants, à leurs visages émaciés, à leur ventre gonflé par la faim, à leurs yeux qui avaient perdu cette étincelle de vie que devraient avoir tous les enfants. Et il prit sa décision. « Je suis avec vous. » Il dit simplement. D'autres hommes hochèrent la tête, un par un, lentement. L'un après l'autre, ils donnèrent leur accord, non pas par conviction, mais par nécessité, parce qu'il n'y avait plus d'autre choix. 3 jours plus tard, par une nuit sans lune, une vingtaine d'hommes se rassembla près de l'entrepôt de Lucien Mercier. Ils portaient des bâtons, des fourches, des outils de ferme transformés en armes. Leur souffle formait de petits nuages de vapeur dans l'air glacé. Philippe Girard dirigeait l'opération. Ancien soldat, il avait gardé cet instinct tactique, cette capacité à organiser une action même dans le chaos. Il avait divisé le groupe en 3. Le premier forcerait la porte. Le deuxième entrerait pour prendre le grain. Le troisième monterait la garde. Gaston faisait partie du deuxième groupe. Son cœur battait si fort qu'il avait l'impression qu'on pouvait l'entendre à des kilomètres. Ses mains tremblaient. Pas de peur, ou pas seulement de peur, mais d'excitation, de rage, de cette colère qu'il avait contenue pendant des mois et qui maintenant explosait. Philippe donna le signal. Le premier groupe se précipita vers la porte. Quelques coups de bélier improvisés avec une poutre. Le bois craqua, céda. La porte s'ouvrit dans un fracas qui résonna dans la nuit silencieuse. Ils entrèrent. L'entrepôt sentait le grain, cette odeur qui autrefois était rassurante, qui évoquait l'abondance et la sécurité. Maintenant, elle semblait presque obscène. Tant de nourriture stockée pendant que des gens mouraient à quelques rues de là. Les hommes se précipitèrent sur les sacs, en soulevèrent autant qu'ils pouvaient porter. Gaston saisit un sac de blé. Il était lourd, solide, réel. C'était de la survie, de la vie. Quelques semaines de plus pour sa famille. Dehors, une voix cria, puis une autre. Des lumières apparurent. Lucien Mercier et quelques hommes qu'il avait embauchés comme gardes. Ils arrivaient en courant, armés de gourdins et de pistolets. « Partez !» Philippe hurla. « Prenez ce que vous pouvez et partez. » Ce qui suivit fut un chaos indescriptible. Des hommes qui couraient dans tous les sens. Des cris, des coups, le bruit sourd d'un pistolet qui tirait. Gaston courait, le sac de blé sur l'épaule, les poumons en feu, les jambes qui menaçaient de céder. Il entendit derrière lui la voix de Lucien, furieuse, haineuse. « Voleurs, criminals, je vous retrouverai tous. Vous payerez pour ça. » Mais Gaston ne s'arrêta pas. Il courut jusqu'à ce que ses jambes ne puissent plus le porter, jusqu'à ce que ses poumons le supplient de s'arrêter. Et quand il atteignit enfin sa ferme, quand il déposa le sac de blé dans la remise, il s'effondra par terre, tremblant, pleurant, riant, tout en même temps. Amélie le trouva là, allongé sur le sol froid, le visage barbouillé de larmes. Elle s'agenouilla à côté de lui. « Qu'as-tu fait »
Elle demanda doucement ce que je devais faire. Il répondit ce qu'on aurait dû faire depuis longtemps. Les semaines qui suivirent furent tendues. Lucien avait porté plainte. Le maire avait fait venir des gendarmes de Dijon. Il y eut une enquête, des interrogatoires, mais personne ne parla. La solidarité qui s'était créée dans la misère tenait bon. Personne ne dénonça personne. Finalement, faute de preuves, l'affaire fut classée. Lucien fulminait, menaçait. Mais il ne pouvait rien faire. Le grain volé avait disparu, distribué entre les familles, mangé depuis longtemps. Et puis quelque chose d'étrange se produisit, quelque chose que personne n'aurait pu prévoir. En novembre, le temps commença à changer. Pas radicalement, mais suffisamment pour qu'on le remarque. Les températures remontèrent légèrement. Le soleil perça enfin les nuages, timidement, comme s'il hésitait à revenir après une si longue absence. Ce n'était pas encore normal. Ce n'était pas encore l'automne doux qu'aurait dû être celui de 1816. Mais c'était mieux. C'était un espoir. Une promesse que peut-être, juste peut-être, le cauchemar touchait à sa fin. En décembre, alors que l'hiver s'installait vraiment, Gaston fit le bilan. Sa famille avait survécu, amaigrie, affaiblie, marquée à jamais, mais vivante. D'autres n'avaient pas eu cette chance. Le père Théodore, la famille de Charolles, rencontrée sur la place en août. Des dizaines d'autres dont on ne connaîtrait jamais le nom. Le village de Saulieu avait perdu un tiers de sa population. Certains étaient morts, d'autres étaient repartis pour ne jamais revenir. Les champs restaient en friche. Les maisons abandonnées commençaient à tomber en ruine. Il faudrait des années pour se remettre. Si jamais on s'en remettait vraiment. Gaston avait changé. Il le sentait. Ce n'était plus l'homme qui, au début de l'été, croyait encore que le travail et l'honnêteté suffisaient. Il avait appris que le monde était plus compliqué, plus cruel, que parfois il fallait enfreindre les règles pour survivre, que la morale était un luxe qu'on ne pouvait pas toujours se permettre. Un soir de la fin décembre, il se tenait devant sa ferme, regardant le ciel. Les étoiles brillaient, claires et froides. Le vent avait cette morsure familière de l'hiver. Mais c'était un hiver normal, pas ce froid anormal qui avait duré toute l'année. Amélie sortit le rejoindre. Elle glissa sa main dans la sienne, une main maigre, osseuse, mais chaude, vivante. « On a survécu », elle dit doucement. Gaston hocha la tête. « Oui, on a survécu. Mais à quel prix ?» Il ne le dit pas à voix haute. Mais il le pensait. Le prix avait été leur innocence, leur foi, leur conviction que le monde suivait des règles justes. Ils avaient survécu en devenant des voleurs, en perdant leurs prêtres, en regardant des voisins mourir sans pouvoir les aider. Le printemps de 1817 arriva avec ses promesses habituelles. Les températures remontèrent normalement. Les pluies vinrent en temps voulu. Et quand Gaston sema ses champs, quand il regarda les premières pousses vertes apparaître dans la terre encore froide, il sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. De l'espoir, fragile, prudent, mais réel. Les récoltes de 1817 furent bonnes. Pas exceptionnelles, mais normales. Et après l'année qu'ils venaient de vivre, la normalité semblait un miracle. Les granges se remplirent, les ventres cessèrent de crier famine, la vie reprit son cours, mais les cicatrices restaient. Dans les corps amaigris, dans les yeux hantés, dans les maisons vides et les champs abandonnés. L'année sans été avait marqué une génération entière. Elle avait montré à quel point la vie humaine était fragile, à quel point notre survie dépendait de forces qui nous dépassaient. Gaston Lenoir vécut encore 20 ans. Il vit ses enfants grandir, se marier, avoir leurs propres enfants. Il devint un vieil homme respecté dans son village reconstitué. Mais il ne parla jamais vraiment de 1816. C'était trop douloureux, trop proche encore. Parfois la nuit, il se réveillait en sueur, rêvant de champs gelés en juin, de ventre vide, du sourire cruel de Lucien Mercier, du corps pendu du père Théodore, de ces deux mots prononcés par son plus jeune fils. « J'ai faim » et il se levait. Allait vérifier les réserves dans la remise, s'assurait qu'il y avait assez de grains, assez de nourriture, assez pour survivre si jamais l'impensable se reproduisait. Parce qu'il avait appris une leçon terrible mais nécessaire. Le monde pouvait basculer du jour au lendemain. Le soleil pouvait cesser de briller. L'été pouvait ne pas venir. Et quand cela arrivait, quand la catastrophe frappait, on découvrait qui on était vraiment. Certains, comme Lucien Mercier, profitaient du malheur des autres. D'autres, comme le père Théodore, perdirent la foi et abandonnaient. D'autres encore, comme Philippe Girard, se battaient, prenaient ce qu'ils devaient prendre, faisaient ce qu'ils devaient faire pour que leur famille survive.
Gaston ne savait pas dans quelle catégorie il se situait. Peut-être un peu détroit. Peut-être était-ce ça être humain. Être capable du meilleur et du pire. Selon les circonstances, selon le degré de désespoir. L'année sans été se termina. Mais elle ne fut jamais oubliée. Elle resta gravée dans la mémoire collective. Un rappel que la nature est plus forte que nous, que nos vices tiennent à peu de choses. Un volcan qui explose à l'autre bout du monde. Un été qui ne vient pas, et tout s'effondre. Mais elle rappela aussi autre chose, que dans les pires moments l'humanité peut se révéler, que des gens peuvent s'unir, partager, s'entraider, que même dans l'horreur et la faim, on peut garder un peu de dignité, un peu d'espoir. Gaston mourut en 1837, un matin d'été, un vrai été cette fois, chaud et doré. Il était dans son champ, regardant les épis de blé onduler sous le vent tiède, et ses dernières pensées furent pour cette année terrible, pour cet été qui n'était jamais venu, pour tout ce qu'il avait perdu, pour tout ce qu'il avait appris, et alors que sa vie s'échappait doucement. Alors que le soleil réchauffait son vieux visage ridé, Gaston Lenoir sourit, parce qu'il avait survécu, parce que sa famille avait survécu, parce que, malgré tout, malgré la faim et le froid et le désespoir, ils avaient tenu bon, et c'était peut-être là la seule victoire qui comptait vraiment.